Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici un aperçu en images des sujets que nous allons développer dans le JT. Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, est en visite aujourd'hui dans le canton de Sarreguemines. Ce matin, il s'est rendu au périscolaire l'Arche des enfants à Ambars pour son inauguration. Ouverte en septembre 2020, cette structure peut accueillir jusqu'à 80 enfants. Studirama, un salon pour se renseigner et choisir son orientation. La 19e édition a accueilli 3500 visiteurs à Metz, des lycéens à la rencontre d'étudiants et d'enseignants représentant des établissements d'études supérieures de toute la France. Après la signature des conventions participation citoyenne, les citoyens volontaires de Houndelin et Neufgrange ont été formés à la gendarmerie de Sarreguemines pour reconnaître les informations essentielles aux enquêtes et les bons gestes à adopter. Avec l'arrivée du froid hivernal, les insectes se raréfient aux grandes dames des oiseaux. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, prodigue des conseils pour installer correctement des mangeoires dans son jardin et choisir la nourriture adaptée. Et dans sa chronique, Thibaut risque de ne pas faire que des heureux. Aujourd'hui, tu as prévu d'aborder un thème qui peut coûter cher. Je vais vous parler des contrôles de vitesse avec la fameuse arrivée des voitures radars dès demain. Eh bien merci Thibaut, tu vas nous détailler ça dans quelques minutes. Dans cette émission, vous ferez aussi la connaissance de Tristan Ingold. C'est un jeune de 20 ans, originaire de l'arrondissement de Sarreguemines. Sa particularité, eh bien, il souffrait d'une déformation appelée pectus excavatum. Après 2 opérations réparatrices et une longue convalescence, il réalise de nombreuses vidéos qu'il publie sur YouTube. Mais place d'abord à l'actu. Aujourd'hui, le canton de Sarreguemines est un peu en effervescence avec la visite de Patrick Weiten, le président du département. Marie-Morgane est à l'une des étapes de cette visite à Groß-Biedersdorf. Comment ça se passe depuis ce matin? Quel est le but de cette visite? Eh bien, il vient à la rencontre d'élus, d'acteurs et de représentants du territoire. Patrick Weiten a annoncé ce matin sa volonté de visiter cette année les 27 cantons de la Moselle. Et il a démarré aujourd'hui par celui de Sarreguemines. Alors, plusieurs volets sont abordés dans sa visite. Tout d'abord, la petite enfance. Il s'est rendu au périscolaire d'Ambars pour son inauguration officielle. Mais vous le verrez tout à l'heure dans le reportage qui suit, le département a soutenu la commune à hauteur de 200 000 €. Il s'est rendu ensuite à Vitrin, cette fois pour parler d'agriculture. Il a visité la ferme des Trois-Vallées, gérée par Thierry Meyer, qui a repris l'ancienne ferme du Stockwald. Le président du département a pu découvrir les différentes installations, mais aussi les projets, comme un gîte qui doit ouvrir au printemps. Mais le but de cette visite était aussi de discuter du projet de réfection du chemin vers l'exploitation, pour lequel le département a été également sollicité. Il y a aussi un volet touristique avec l'Entre-deux, un hébergement haut de gamme à Rémelfin, dont on a parlé la semaine dernière sur Mosaïque Cristal. Il a été labellisé Qualité Moselle le 22 novembre dernier et la plaque officielle a été installée ce matin. Puis le président vient d'arriver il y a quelques minutes ici à Groß-Biedersdorf. Il discute actuellement avec le club de kayak et les élus de la commune pour évoquer le projet d'un bassin d'eau vive avec l'installation d'un barrage qui permettra notamment de pouvoir organiser des compétitions. Et la commune souhaite solliciter le département pour le financement de ce projet. Et la visite de Patrick Weiten se poursuit encore cet après-midi. D'autres rendez-vous sont prévus ? Exactement, il reste 2 autres rendez-vous. Le premier dès 15 h à l'usine Sarplast de Sarreguemines. Ce sera évidemment pour parler d'économie. L'entreprise a réalisé de nombreux investissements ces dernières années et elle a été suivie par Moselle Attractivité. Et le département a également aidé l'entreprise au recrutement de 3 personnes. Puis, la dernière étape sera consacrée à la santé. Patrick Weiten visitera l'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines, qui a un projet d'extension et qui intégrerait aussi de la télémédecine et une plateforme d'aide aux aidants à domicile. L'EHPAD a obtenu une aide de 25 000 € dans le cadre du plan de relance. Mais vous aurez plein d'informations sur ces dernières visites dès demain dans nos émissions. Merci Marie-Morgane, on va te laisser suivre la suite de cette visite et on va regarder le reportage réalisé ce matin à Ambars. Patrick Weiten y est arrivé aux aurores pour l'inauguration du nouvel espace périscolaire, une structure qui a bénéficié de l'aide financière du département. L'Arche des enfants, à quelques pas des écoles maternelles et élémentaires de Ambars, est en effervescence ce matin. Bien couvert depuis le mois de juin, il aura fallu attendre la visite du président du conseil départemental pour un coupé de ruban officiel. Que le temps politique est long. Il a fallu 2 maires pour imaginer, pour
envisager la réalisation pour construire, pour inaugurer et pour livrer. Le projet a démarré en 2017. Jusque-là, le périscolaire était assuré dans l'ancien foyer du village. La hausse de la fréquentation a poussé l'ancienne municipalité à imaginer la création d'un nouveau bâtiment plus adapté. Pour la commune, c'était très important d'avoir un service à la personne pour les enfants où ils se sentent à l'aise, où ils se sentent bien. Donc avec plus de lumière, plus d'espace, plus de convivialité. D'un coût total de plus d'1 860 000 €, démolition du foyer comprise, le projet a obtenu l'aide de la région à hauteur de 50 000 €, du département pour 200 000 € et de la CAF pour 246 000 €. Pendant la durée des travaux, le foyer a continué à accueillir les enfants. Il a été démoli cet été pour permettre d'aménager le parking. D'une capacité de 80 enfants, il en accueille aujourd'hui 60 à midi, une dizaine le mercredi et le matin avant l'école et une trentaine après l'école. On a vraiment une salle dédiée aux enfants de moins de 6 ans, avec une salle de sieste pour les mercredis pour les petits. On a aussi la salle pour les plus grands, une belle salle de restauration, beaucoup d'espace pour que les enfants puissent jouer. En effet, le bâtiment offre 766 mètres carrés au même endroit et ça change tout. Et en fait, on a au niveau de la sonorisation, matériel, c'est royal, c'est magnifique. À présent, il est l'heure de quitter l'Arche des enfants pour aller à l'école. Et après l'école, que feront-ils quand ils seront plus grands? Pour ces enfants de Humbar, il n'est pas encore l'heure de se poser la question, mais pour les élèves de terminale, le temps presse. Ils étaient nombreux à fouler les allées du salon Studirama, une 19e édition malgré le Covid. L'édition Messine du salon Studirama s'est déroulée samedi au centre du congrès Robert Schuman. L'occasion pour les lycéens d'aller à la rencontre des professeurs et des étudiants de nombreuses écoles et universités venus de toute la France. 3500 visiteurs ont répondu présents lors de cet événement à quelques jours de l'ouverture de Parcoursup qui aura lieu ce jeudi 20 janvier. Reportage de Ghislain Schumacher. Sur le stand de cette faculté Messine, des étudiants sont venus présenter les formations de leur établissement. Le droit de la famille, tu le fais en première année. Et tu peux faire un master spécialisé en droit de la famille, en droit des protections des personnes. Ces quelques minutes d'entretien leur permettent également de partager leur expérience auprès de leurs futurs camarades. En tant qu'étudiant, on peut leur dire notre ressenti, comment on a vécu la fac. Ils ont beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'ils vont réussir, quelle matière ils auraient dû choisir. Durant toute la journée, le salon a fait le plein de visiteurs, plus ou moins avancés dans leur recherche de formation. Je souhaiterais devenir kiné, donc vraiment j'essaye de me renseigner un maximum sur tout ce qui est santé. Moi j'avais déjà des idées d'école avant de venir, mais le fait de tourner un peu, j'en vois d'autres et ça me permet d'en découvrir des nouvelles. J'ai pas réellement d'idées pour le futur et j'aimerais me renseigner. Cette année encore, le Covid est au cœur des préoccupations, mais les futurs étudiants ont pu trouver réponse à leurs questions. Au niveau des concours, etc., c'est beaucoup plus compliqué avec le Covid. Donc forcément, on est un peu perdu par rapport à ça et ça aide les salons pour savoir vers quand on se dirige. Par exemple, l'année prochaine, comment on sera organisé par classe, etc. Peut-être. Vraiment, ça permet de nous rassurer et vraiment pouvoir plus nous projeter. En tout, l'événement a réuni plus de 40 écoles et universités. Le salon a permis aux lycéens d'affiner leurs recherches à quelques jours du dépôt de leurs vœux pour la rentrée prochaine. Avec l'ouverture de Parcoursup, il y a énormément d'interrogations, surtout chez les parents. On va vraiment représenter tous les secteurs aujourd'hui sur ce salon. Et on est sur des écoles de commerce, d'informatique, de santé. Au-delà des différentes filières, les formations en alternance ont la cote cette année. Ça vous apporte pour moi déjà une certitude sur le métier que vous allez faire. Vous ne faites pas seulement des études, vous êtes un professionnel, vous prenez en assurance, vous savez où est-ce que vous allez, ça vous permet aussi d'un petit peu affiner vos choix d'orientation sur les poursuites d'études. L'alternance attire également car elle est un véritable tremplin pour intégrer le marché du travail. J'aurai de l'expérience et peut-être plus tard ce sera du coup plus facile pour moi de trouver une entreprise. J'aurai déjà été en contact avec d'autres gens et donc je pense que ce sera plus utile pour moi et plus pratique pour le futur. Que leur formation soit en alternance ou en continu, les étudiants devront choisir leur parcours d'ici le 29 mars. Formation ponctuelle cette fois et pas pour des étudiants. Après la signature par les communes de Neufgrange et Houndelin d'une convention autour du dispositif participation citoyenne, il fallait former les habitants volontaires. C'est chose faite depuis samedi pour une partie d'entre eux. Au cœur de la gendarmerie de Sarreguemines, ils ont appris à alerter efficacement les forces de l'ordre et à adopter les bons comportements. Retour en images sur cette formation dans ce reportage d'Uranie Tozic.
On a 2 baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Je vous laisse aller là-bas et vous allez observer quelque chose qui va se passer à l'extérieur. Devant les yeux de ces stagiaires, un individu au comportement suspect se présente, tourne autour d'une voiture, appelle quelqu'un. Il faut donc amasser le plus d'infos possible pour aider les gendarmes. Exercice plutôt facile dans un environnement préparé et calme, plus difficile dans la réalité et sur un court laps de temps. Mais dans l'ensemble, ces citoyens ont recensé de nombreux détails. Il acclenche la voiture, c'est important parce que c'est un point de contact. Ça va être un endroit où on va pouvoir aller chercher des empreintes digitales, ça va être un endroit où on va pouvoir aller chercher de la trace ADN. Et c'est l'objectif de la formation Participation citoyenne qui se déroule à la gendarmerie de Sarreguemines. Savoir reconnaître les informations nécessaires aux enquêtes. Je veux que vous preniez conscience que nous, ce qu'il nous faut, c'est du renseignement. L'intervention, laissez-la aux professionnels que nous sommes. Parce que nous sommes formés, parce que nous avons de l'expérience, parce que nous sommes en nombre et parce que nous avons du matériel. Ce n'est donc pas le rôle de nos stagiaires du jour, originaires de Houndelin et Neufgrange. Parmi les intéressés, Denise, déjà très alerte dans sa commune. J'avais le voisin, il a été cambriolé. Alors je me suis dit, il faut que je prenne les jumelles pour au moins récupérer la plaque d'immatriculation. Et alors du coup, j'ai pris mon appareil, mon téléphone portable, j'ai pris l'habitude de faire des photos. Geste qui a certainement aidé son voisin. Mais pour ne prendre aucun risque, une charte a été écrite et signée par chacun. Elle rappelle les missions et les comportements à proscrire. On ne va pas chercher à épier le voisin, on ne cherche pas d'informations à titre privé ou qui serait hors la loi. C'est vraiment du renseignement qui peut nous intéresser dans le cadre des enquêtes. Ce n'est pas de la délation, on n'est pas là pour ça. La formation était aussi l'occasion de faire de la prévention cambriolage, phénomène présent sur le secteur, et d'évoquer par exemple quelques astuces. Lister et photographier ses objets de valeur, s'équiper d'un système d'alarme ou tout simplement s'inscrire sur la liste tranquillité vacances. Cette petite signature et vous faire prendre conscience. Voilà. Sale temps pour les oiseaux, l'hiver est bien présent. Avec l'arrivée du froid, les insectes se raréfient et les oiseaux peuvent donc avoir faim. C'est pourquoi nombre de Français installent des mangeoires dans leur jardin. Mais il y a quand même quelques conseils à respecter. Explication dans ce reportage d'Anne-Sophie Gross et Florian Tonizzo. Et avant de penser à placer quelque nourriture que ce soit dans votre jardin, il faut d'abord observer les oiseaux qui s'y trouvent. Ce n'est qu'en déterminant les espèces présentes que vous pourrez savoir quel type de nourrissage est le plus approprié. Car si les mésanges ou les moineaux aiment prendre de la hauteur pour manger, le merle, lui, préférera rester au sol. Le merle est un oiseau fouisseur, un oiseau qui cherche sa nourriture au sol. Il y a le pinson des arbres qui, lui, prend sa nourriture également au sol. Donc eux, ils fréquentent les dessous de mangeoires, lorsqu'ils forcément créent un petit risque par rapport aux chats. Car effectivement, les chats font partie des prédateurs naturels des oiseaux, mais si on ne peut pas empêcher les félins de rôder à même le sol, on peut quand même prévenir les attaques en hauteur. Daniel et Sylvia ont installé ce qu'ils appellent des stop-minous, des sortes de herses à placer autour des troncs d'arbres. Ça, c'est pour empêcher les chats d'essayer d'atteindre le nichoir. Parce que bon, les chats, ils arriveront à grimper jusque-là. Donc là, forcément, il est un peu bas ce nichoir-là. Il est à 1,50 m. L'idéal, ça serait de mettre à 2 mètres. Mais vu la configuration de l'arbre, on peut pas le mettre plus haut. Une fois que l'on a trouvé où placer les abris et les mangeoires pour que les oiseaux soient en sécurité, il faut encore savoir comment bien les nourrir. Des fruits bien mûrs à jeter au sol pour les oiseaux fouisseurs par exemple, ou des boules de graisse à suspendre. Mais si vous achetez ces boules de graisse dans le commerce, attention à bien retirer le filet. Parce que les oiseaux, ils s'accrochent après les filets, et il y en a certains qui restent prisonniers. On a déjà eu des problèmes avec des mésanges qu'on a retrouvées mortes, pendues après les filets des boules. Et si vous souhaitez plutôt donner des graines, vous pourrez toujours opter pour le tournesol. Dans la mesure du possible, privilégier le tournesol noir. Oui. Dans les commerces classiques, on trouve en général le tournesol strié, qui est un peu plus dur et il contient moins de lipides. Donc voilà, celui-là, il est plus nourrissant. Dans tous les cas, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce aux oiseaux cet hiver, ne leur donnez aucun aliment salé, pas de pain non plus et surtout pas de nourriture humide car cela pourrait provoquer des troubles digestifs graves. Et enfin, n'oubliez pas non plus, il faut leur placer quelques points d'eau. De la nourriture adaptée et placée au bon endroit et des points d'eau, c'est le secret pour avoir des oiseaux dans son jardin. On change radicalement d'univers, c'est l'heure de la chronique de Thibaut.
Et aujourd'hui, Thibaut, tu vas nous parler un peu de technologie, mais surtout de contrôle de vitesse. Demain, 19 janvier, on pourra croiser sur les routes de Moselle des véhicules un peu spéciaux. Oui, alors on les croisera, mais on ne pourra pas forcément les reconnaître, vu que ce seront des véhicules banalisés. Demain, des voitures radars automatiques seront déployées dans tout le département. 39, d'après nos collègues de France Info. Alors après les jumelles radars et les radars fixes, ce nouveau dispositif se développe à travers la France depuis 2021, après une phase d'expérimentation en Normandie en 2018. Et qui va s'occuper de conduire ces véhicules? Est-ce que ce seront les forces de l'ordre? Ah non, ce sont ni les policiers ni les gendarmes qui seront aux commandes des voitures. L'État a fait appel à plusieurs prestataires, des sociétés privées. Celle qui s'occupera de piloter les voitures en Moselle s'appelle Mobium. Alors cette externalisation des contrôles n'est pas vue d'un très bon œil pour une partie de la population. Alors avant de parler du dispositif et de répondre à certaines interrogations, je vous propose d'écouter l'avis de quelques passants qu'on a croisés dans les rues de Sarreguemines. Alors dès le 19 janvier, des voitures radars vont pouvoir faire quelques trajets sur la route. Comment vous voyez ce dispositif? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis absolument contre ce dispositif. C'est pas du tout normal parce que la personne qui va flasher, elle peut faire ce qu'elle veut. Pour ma part, je pense que c'est un bon dispositif pour certains conducteurs. Pas pour tous, pour certains. Ça fait réfléchir, peut-être que ça les dissuade de faire un peu des fous sur les routes. Je trouve ça bien parce que ça permettra aux automobilistes qui roulent trop vite de pouvoir justement un peu rouler moins vite parce que ça peut être dangereux quoi. Ça peut être dangereux pour les autres et on voit beaucoup d'accidents de voiture en ce moment donc. Il y a du pour et du contre. Si les gens étaient un petit peu plus sérieux et respectueux, on n'aurait pas besoin de ce genre d'intervention sur les routes. Donc, il faut que tout le monde soit responsable sur la route, voilà. Donc après, c'est sûr qu'être trop fliqué, c'est pas la solution non plus. Ça va être pour remplir les caisses de l'État, on est d'accord. Moi j'habite en centre-ville, ici à Sarreguemines, j'ai un fils de 4 ans et je trouve que les voitures roulent trop vite ici, ça me fait un peu peur. Pour ça je trouve ça pas mal. Moi je suis pas trop d'accord que ce soit conduit par des gens qui sont pas, excusez-moi j'enlève les lunettes, qui soient pas de la police ou de la gendarmerie. Voilà. Moi je pense qu'une société privée n'a pas à faire ça. Il faut faire attention de toute façon maintenant, alors ça coûte trop cher, c'est assez cher assez vite, donc on respecte et comme ça il n'y a pas de souci. Alors on l'a vu, on l'a entendu, les avis sont mitigés avec des arguments très variés. Oui, ils sont divisés. Alors avec cette présence fantôme entre guillemets des voitures radars, pour certains, cela va inciter les conducteurs à respecter les limitations et garantir une certaine sécurité. Pour d'autres, plusieurs craintes se font ressentir. On l'a entendu, le fait qu'une société privée pilote les voitures pose souci. Parmi les autres peurs, il y a le fait d'être trop surveillé, des doutes sur la précision des voitures radars et surtout sur la confidentialité des données recueillies lors des contrôles. On craint qu'elles soient exposées vu que les forces de l'ordre ne sont pas derrière le volant. Pour répondre à ces craintes, je vous propose d'écouter la directrice de cabinet du préfet de Moselle. Tout d'abord, lorsqu'une voiture, un automobiliste qui est en excès de vitesse va être contrôlé, le conducteur, l'entreprise n'aura pas connaissance puisque le contrôle est automatique et qu'il n'y a pas de flash, la voiture ne flashera pas. Donc première chose. Deuxième chose, l'entreprise ni le conducteur n'ont connaissance des verbalisations effectuées, du nombre de verbalisations effectuées et n'ont pas de cliché non plus des voitures contrôlées. Troisième chose, l'entreprise ni le conducteur n'auront connaissance des données personnelles, de l'identité des personnes contrôlées. Alors Thibaut, si j'ai bien compris, le conducteur de la voiture radar n'aura en fait aucun contrôle sur les contrôles. Oui, effectivement, les données seront enregistrées et envoyées directement aux agents de police judiciaire pour traiter la verbalisation. Et concrètement, comment fonctionne ce dispositif de voiture radar ? Alors nous n'avons malheureusement pas pu filmer l'intérieur de ces voitures pour des raisons de confidentialité et d'anonymat. Alors avant, comment ça se passait ? Les voitures radars étaient composées d'un équipage de 2 personnes, un qui s'occupait de la conduite, l'autre qui réglait le radar. Ici maintenant le radar est automatique, le réglage de la vitesse se fait par GPS et les caméras à l'avant et à l'arrière du véhicule vont pouvoir lire les panneaux et confirmer la vitesse qui a été donnée.
Le flash, lui, est non visible, il est fait par infrarouge. Alors attention, avec le développement des voitures radars, ça ne veut pas dire que les autres contrôles vont être abandonnés ou qu'il n'y aura plus de radar fixe. Et sur ces voitures radars, est-ce qu'il y aura là aussi une marge de contrôle comme les radars fixes, je ne sais pas, 5 km/h? Elle sera différente. Alors d'après le ministère de l'Intérieur, elle est plus grande. Elle est de l'ordre de 10 km/h pour les limitations en dessous de 100 km/h. Et si on va au-dessus des limitations de 100 km/h, la marge sera de 10%. Donc pour exemple, si vous roulez sur une autoroute, vous serez flashé aux alentours de 145-146 km/h. Et le conducteur de la voiture radar peut aller où bon lui semble? Alors non, tout est très cadré. Le pilote doit respecter à la lettre les horaires et le trajet donnés par la préfecture et la délégation de sécurité routière. Ils sont définis en fonction des taux d'accidentalité sur les routes du département. D'après le ministère de l'Intérieur, si la société fait moins de kilomètres, elle sera moins payée. Si par contre elle fait plus de kilomètres, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de faire plus, elle aura une pénalité. Et quel est le but de la mise en place de ce dispositif ? Plus de temps pour les contrôles de vitesse et un gain de temps pour les forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter la réponse dans cette interview. Premièrement, permettre de libérer les forces de sécurité, police, gendarmerie, des contrôles de vitesse en voiture radar pour se concentrer sur des contrôles plus qualifiés qui nécessitent une interpellation, tels que les contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants, et qui permettent de faire de la prévention. Le deuxième objectif, c'est pour les usagers. Cette externalisation des voitures radars permet d'améliorer la sécurité routière en faisant mieux respecter les vitesses autorisées, puisque le temps de contrôle, le temps d'utilisation de ces voitures radars va être augmenté, puisque la société va se consacrer au contrôle. Alors Thibaut, tu l'as dit, c'est un dispositif qui a déjà été expérimenté, qui se déploie, qui arrive chez nous. Est-ce que ce dispositif, on a déjà pu un peu constater ses limites ? Alors, il n'y a pas eu d'accidents majeurs qui ont été répertoriés, mais un exemple a été recensé dans la Marne avec une erreur de verbalisation pour plusieurs conducteurs. Ils ont été verbalisés pour une vitesse à plus de 80 km/h alors que la voie était limitée à 90. La préfecture a donc soit annulé les contraventions, soit remboursé les contraventions. Alors soit la base de données de vitesse n'était plus à jour, soit sur les voies en question, les panneaux n'étaient pas présents. Ces craintes sur ce dispositif rappellent une méfiance d'une partie de la population des fameuses caméras piétons. Je pense que vous les connaissez, tu les connais. Ce sont des petites caméras que portent les forces de l'ordre lors des interventions à leur torse ou à leur épaule. Elles enregistrent ce qui se passe, des faits survenus, du son et de l'image de l'intervention. Alors ceux qui sont pour cette caméra trouvent que c'est un moyen d'apaiser la situation et les relations et les tensions entre la police et les citoyens. Merci Thibaut pour toutes ces explications et je crois que le principal message est passé, il faut lever le pied. Un conseil d'autant plus avisé en cette période hivernale où les routes peuvent être glissantes. On va d'ailleurs jeter un œil aux prévisions météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 18 janvier, il fait 4 degrés et les gros manteaux chauds, les bonnets et les gants n'ont pour le moment pas encore été beaucoup utilisés et pour cause. La fin d'année 2021 a été la plus douce jamais mesurée en France depuis 1947 avec des températures jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Si on regarde ce graphique, on voit bien que les 10 dernières années, les températures moyennes n'ont pas été très basses en France et ça se confirme en Lorraine. La dernière grande vague de froid remonte à 2012 et les prévisions tendent vers des températures toujours plus hautes et à l'inverse, moins de jours de gel. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de neige sur notre secteur ? Peut-être pas, mais certainement plus autant qu'il y a 15 ou 20 ans. En tout cas, pour demain matin, les précipitations qui tomberont seront sous forme de pluie avec un ciel toujours très couvert. Et en soirée et dans la nuit, de faibles chutes de neige sont attendues, surtout sur le secteur de Beach. Côté température, les minimales iront de -2 à -4 degrés et les maximales de 2 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Marius et il fera jour de 8h21 à 17h10. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Toucher le plus grand monde grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes apprécient ce support pour partager leurs expériences. C'est le cas de Tristan, la vingtaine, originaire de l'arrondissement de Sarreguemines. Anciennement atteint d'une déformation, il a choisi YouTube pour parler de son parcours et des 2 opérations qu'il a subies en 2019 et 2020. Il nous a ouvert sa porte le temps d'une vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Tristan. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va encore une fois parler du pectus excavatum. Vous m'avez posé énormément de questions et aujourd'hui on va y répondre. Tristan, aka Tristetan sur internet, était atteint d'une déformation thoracique appelée pectus excavatum. Et ça se développe en fait pendant l'adolescence, c'est un creux au niveau du sternum, donc après dans le niveau de la cage thoracique on a comme un enfoncement, un creux. On m'a envoyé faire des tests, des radios, des scanners pour le cœur, les poumons et on a vu que j'avais un problème au cœur. J'avais un épanchement d'eau autour du cœur, donc de l'eau qui se mettait autour du cœur comme ça, à cause justement du sternum. Et c'est aussi une gêne esthétique, souvent source de moquerie à l'école. Il se fait opérer 2 fois pour reconstituer son sternum à Strasbourg en 2019 et 2020. Après sa convalescence, il décide de parler de son expérience en vidéo. Conseils, parcours médical, inquiétudes, déroulé des interventions, tout y passe. Je savais que cette opération, on n'en parlait pas beaucoup en France, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo bien détaillée de l'opération, comment ça se passe, et partager ça en fait juste l'expérience du début jusqu'à la fin. Le programme pour ce soir il est très simple, ici un peu de télé et aussi un peu de nourriture plaisir sucré. Donc je me fais opérer demain à peu près vers 10h. Cette année, l'opération, on va simplement enlever les barres que j'ai dans le thorax et on va refaire la cicatrice parce qu'elle est encore un peu rouge à certains endroits. 2 vidéos plus tard, les retombées sont au-dessus de ce qu'il imaginait. Aujourd'hui, elle comptabilise 15 000 vues et de nombreux commentaires. Ah voilà, quelqu'un qui s'inquiète parce qu'une fois au sport, il a ressenti une très grosse douleur au niveau de la poitrine. Et moi, quand j'avais le pectus, ça m'arrivait aussi. Et là, il s'inquiète, il se demande si il est obligé de faire l'opération, s'il doit aller voir un médecin pour ça. Et donc, ce que je réponds souvent quand on me pose ce genre de questions, c'est qu'il faut aller voir le médecin. Et c'est surtout lui qui pourra dire quoi faire, s'il faut aller voir un cardiologue, faire des radios ou aller à l'hôpital. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais moi, j'essaie toujours un peu de rassurer. Aider les autres à se sentir moins seuls, mais aussi pour certains à passer le cap de l'opération. De son côté, c'est le bouche à oreille qui fait germer l'idée. Il hésitera pendant près de 2 ans avant de se lancer dans l'aventure. En étant très honnête, surtout la première opération est extrêmement douloureuse. Voilà, moi, je dirais toujours que c'est une douleur que je pourrais jamais ressentir à nouveau. Je pense que c'était la pire douleur que je pouvais avoir de toute ma vie. Mais en même temps, c'était une belle expérience parce que ça m'a rendu plus fort. Et sinon aussi, la convalescence était plutôt longue, c'est vrai, et psychologiquement très difficile aussi. Et pourtant aujourd'hui, Tristan en parle aisément avec le sourire et a gardé quelques souvenirs de son passage à l'hôpital. C'est le bracelet que j'avais à l'hôpital pendant la première opération. Prochaine étape, répondre aux sollicitations des internautes, mais surtout continuer les vidéos sur ce sujet qui lui tient à cœur. Il y a des personnes avec qui j'ai discuté, qui ont également le pectus, et on aimerait discuter de leur point de vue, de leur expérience, puisque comme certains se sont fait opérer et d'autres non, on aimerait voir leur expérience, puisque pour chacun c'est différent. Mais sinon, à part ça, de mon côté, je vais continuer les vidéos sur d'autres sujets que j'aime. Une naissance entre 400 et 700 personnes est concernée par cette déformation et touche le plus souvent les hommes.
À travers ces vidéos, Tristan veut lever le tabou, développer l'acceptation de soi et informer au maximum le grand public sur les solutions existantes. Car si le pectus excavatum est souvent une gêne esthétique, cette déformation peut aussi engendrer des complications cardio-pulmonaires. Et ces vidéos sont à retrouver sur sa chaîne YouTube Tristotan. Vous pourrez alors constater que plein d'autres formats et sujets y sont traités, parfois avec beaucoup d'humour. Et puis profitez-en pour faire un tour aussi sur la chaîne YouTube de Mosaïque Cristal et sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Margot dès midi sur tous les écrans. Très bonne journée à tous.